Hugues Hector Zogo à ma droite, comme Jésus à la droite du Père. Bonjour Hugues Hector Zogo. Bonjour Moré Agua, bonjour Omar Alianjou, bonjour également à vos téléspectateurs et à tous les internautes qui sont présents en train de suivre cette émission. À ma gauche, je ne voudrais pas dire comme qui. Sinon, vous savez qui était à la gauche du Père. Sur la croix, celui qui était à la gauche de Jésus, je ne voudrais pas dire des bêtises. C'était un honneur pour lui aussi d'être à la gauche du Seigneur. C'est pas tout le monde. Là, très bien c'est la totale. Là, ce matin, vous m'avez eu. C'est un véritable honneur pour moi d'être à vos côtés. Ce matin, vous m'avez eu. Que ce soit à gauche ou à droite. Je suis très honoré d'être à vos côtés. L'essentiel, c'est d'être là. D'être aux côtés du Père, c'est tout. Ben, c'est un plaisir, Omar Alianjou. Bonjour. Bonjour Maurice, bonjour Hector, bonjour chers téléspectateurs. Hugues Hector Zogo. Ça va? Ça va. Très bien. Omar Alianjou. Alors, pendant que l'on s'inquiétait un peu, pendant qu'il avait un peu chaud sous sa veste, je parle de M. Agonkan, avec ses propos tenus au Niger, on a pensé que quand même il y aurait cataclysme, mais finalement les quotidiens disent que il a été bonifié. Est-ce du bon vin ou de quoi s'agit-il? L'on comprend que à défaut de le relever, l'on le nomme à nouveau, l'on lui confie plus de responsabilités. Qu'est-ce que cela vous inspire, Hector Zogo? C'est la confiance entre le chef de l'État et l'ancien député à l'Assemblée nationale, Gildas Agonkan. Et c'est aussi la preuve que il y a des jeux de couloir que vous et moi ne pouvons forcément pas maîtriser. Quand vous regardez très bien le Burkina Faso et quand vous regardez le Niger, c'est quand même deux pays frères et amis avec qui nous avons de difficultés sur le plan de la frontière que nous partageons ensemble. Et donc, si l'intéressé, jusqu'à un passé récent, s'est retrouvé à faire des déclarations à partir duquel le Bénin ne se retrouve pas, et que du jour au lendemain, tous s'attendant à une sanction, on puisse lui confier encore plus de responsabilités. Et cette fois-ci, se retrouver encore avec un État comme le Burkina Faso, qui se retrouve pratiquement dans la même dynamique que le Niger. Donc attendez-vous à ce que les jours, les semaines à venir, nous puissions encore assister à un autre scénario. Ah oui, très bien. Oumar, est-ce que vous avez été étonné quand même que l'ambassadeur, M. Agonkan, puisse être également nommé pour avoir des tentacules vers le Burkina Faso? Aujourd'hui, il a le Niger à charge, mais également des responsabilités vers le Burkina Faso. Oui, c'est plus ou moins étonnant. Enfin, quand il avait fait ces déclarations où il demandait pardon au nom du Bénin, alors que personne ne l'avait envoyé, enfin, personne en griffe, le gouvernement ne lui avait rien demandé, on se disait tous que ce monsieur-là, c'est sûr que le président Talon va lui taper sur les doigts. Il va le taper sur les doigts. Donc, on se disait que c'est sûr, le fait même qu'on le rappelle déjà, c'est déjà une sanction en réalité, sur le plan de la diplomatie. Quand on rappelle, comment on appelle, un diplomate, oui. Voilà, ça veut dire tout simplement qu'on n'est pas content, soit peut-être comment on appelle de ces autres là-bas, ou bien de lui-même. En tout cas, c'est qu'il y a problème en tout cas. Donc, on savait que le président n'était pas content. Donc, on l'a rappelé par rapport à ces propos-là. Et on se disait que, bon, par rapport au Niger, il y avait deux options. On restait sur l'aspect Niger, on ne partait pas jusqu'au Burkina Faso, d'où la surprise. On se disait, soit le président se dit, oui, ce monsieur, finalement, je le nomme là parce que je vais faire preuve de souplesse, de flexibilité par rapport à cette affaire. Je vais montrer toute ma bonne foi par rapport à cette affaire. Je ne vais pas le révoquer, l'enlever tout de suite de son poste. Je vais plutôt quand même le laisser. Il y avait cette option qui était possible. Et l'autre option, c'était de dire, non, simplement, on ne t'a pas envoyé, tu as fait une faute grave immédiatement, on te sanctionne, donc tu quittes ton poste, on te met
met une autre personne à ta place. Donc finalement, le président de la République est même allé plus loin pour montrer donc toute sa flexibilité. À mon humble avis, hein, c'est pour montrer la flexibilité avec laquelle il veut gérer donc, comment on appelle, la relation avec ces pays avec qui nous sommes plus ou moins en froid aujourd'hui, compte tenu de tout ce que vous savez. Donc, c'est une petite surprise, il faut le reconnaître, mais c'est plutôt la preuve que le gouvernement maintient le cap. Le maintien du cap, c'est le maintenir également la même équipe. Donc, en maintenant Gildas Agoncan au Niger et en étendant ses tentacules, comme vous avez dit, au Burkina Faso. C'est une surprise, mais c'est plutôt de la flexibilité, c'est plutôt montrer comment on appelle, aux pays frères que nous sommes dans la dynamique de régler le froid qui existe en nous, de passer à une période de dégel, on va dire, des relations. La preuve, vous voyez, celui qui demande pardon en notre nom, alors qu'on ne l'a pas, on ne lui a rien demandé, nous le maintenons malgré cela. Ce n'est pas que nous demandons pardon, mais c'est pour montrer que, bon, malgré tout, nous sommes dans une bonne dynamique, résoudre les crises. Maintenant, il faut rappeler qu'il va résider toujours au Niger. Et c'est du Niger qu'il prendra donc la tête de la représentation diplomatique du Bénin au Burkina Faso. Et les autorités burkinabées, pour le moment en tout cas, n'ont rien reproché. Donc ça veut dire que d'ici là, il sera nommé et donc il pourra donc jouer ce rôle-là. Et moi je pense que c'est très bien, c'est une bonne lecture également du président Patrice Talon. Parce que quoi? Parce que quand vous prenez Gildas Agoncan aujourd'hui, qui est déjà en relation avec les autorités nigériennes, parce que c'est exactement le même problème qu'on a avec le Burkina Faso en réalité. C'est suite au coup d'État que, bon, il y a eu quelques petites difficultés, comment on appelle, des écarts, on va dire, de langage, des mots qui n'étaient pas appropriés, des discours qu'on a mal appréciés de part et d'autre. Est-ce qu'on a vraiment de problème avec le Burkina Faso? Est-ce que ce n'est pas l'effet de soutien avec le Niger? Oui, mais c'est voilà, un peu parce ça que aussi. Le Burkina Faso fait partie du pays de l'AES, n'est-ce pas? Parce que le Bénin est le bon élève de la CEDEAO qui a voulu très tôt taper du poing sur la table pour dire que non, mais écoutez, il faut respecter les règles communes, il faut respecter les tests qu'on a choisis en commun. Pourquoi est-ce que maintenant vous faites des coups d'État et ainsi de suite? Donc, ça a été mal apprécié dans les deux pays, vous êtes d'accord avec moi? Et même quelquefois, même certaines déclarations du président burkinabé, souvenez-vous, il y a quelques mois en arrière, où il disait que peut-être il y avait des bases en arrière, soit en Côte d'Ivoire ou au Bénin, pour essayer de déstabiliser le Burkina Faso. Ça aussi, ça fait couler beaucoup d'encre de salive dans le temps. Donc, moi, je pense que maintenir Gildas Agoncan, c'est maintenir une équipe en place, parce que ces genres de choses-là, il ne sert à rien de changer d'équipe à tout moment, parce qu'une dynamique est enclenchée, à la moindre petite erreur, on change tout le monde encore, on va recommencer à zéro, reprendre contact avec les autorités. Aujourd'hui, Gildas Agoncan, il a déjà un bon contact, c'est déjà un bon contact avec les autorités nigériennes. Donc, maintenir ce cap-là, moi, je pense que ça rentre même dans la ligne droite de la manière de faire du président Patrice Talon. Regardez un peu ses gouvernements, il ne change pas comme ça n'importe comment, quelle que soit l'erreur, on essaie de remettre les choses en place, il reste très fidèle aux hommes qu'il choisit. Moi, je pense que c'est dans cette même dynamique-là, et aussi montrer, comme je l'ai dit tantôt, toute la souplesse avec laquelle il veut aller dans cette affaire-là avec les pays de l'AES, discuter vraiment avec eux, avec un esprit comment on appelle, de bâton tendu, de main tendue, je veux dire, pour que donc les relations entre nos États reviennent à la normale. Apparemment, le président Patrice Talon ne cessera jamais de dribbler les Béninois, de ne pas aller dans le sens que certains pensent, parce que je parie que quand on a rappelé l'ambassadeur, certains étaient déjà prêts à prendre sa place. C'est clair. Et à commencer par courir dans les couloirs comme nos frères aiment le faire. Et il y a un mot qui est revenu plusieurs fois dans vos propos, pardon. Alors qu'il y a quelques mois, on a entendu Hugues Hector Zogo, le chef de l'État, dire que le pardon est un péché. Est-ce que je me trompe? Le pardon est une faute. Le pardon est une faute, merci. Le pardon est une faute. Gildas Agoncan qui demande pardon, d'accord, au peuple nigérien, d'une manière ou d'une autre. Et il a été rappelé. Et puis, quelques semaines après, on le nomme, on le replace dans son fauteuil. Est-ce que ce n'est pas une manière pour le chef de l'État de montrer quand même que parfois le pardon n'est pas forcément une faute? Alors, vous savez, nous avons des chefs d'État qui se retrouvent
à des moments donnés dans une démarche controverse, surtout quand il s'agit de la politique. Et leur intention première n'est pas de faire une communication assez ouverte. Et par conséquent, il vous faut vraiment du tact pour cerner effectivement ce qu'ils veulent dire. Retournons un peu au contexte où le chef de l'État faisait référence à cette citation qui est devenue aujourd'hui une citation assez forte, pratiquement en Afrique. Le pardon est une faute. Il a dit dans un contexte où on faisait référence effectivement à ce qu'on pourrait appeler tentative de coup d'État ou atteinte à la sûreté de l'État. Et quand il s'agit d'une question d'intérêt général, quand il s'agit de la sûreté de l'État, peu importe le chef d'État que vous avez en face de vous, il va être assez ferme. Il peut faire des déclarations qu'il va après regretter. Il peut faire sortir des mots, des expressions à partir desquelles lui-même ne s'est pas retrouvé. Et donc, c'était quand même face à Woli Yahi. Des déclarations qui lui échappent. Oui, des déclarations spontanées. Parce qu'il voit un peu à quel point on veut lui arracher le pouvoir d'État. Même quand vous regardez les putschistes aujourd'hui, et vous tentez de vouloir arracher le pouvoir à un putschiste, vous serez déçu. On sent qu'ils sont sur la défensive. Exactement. En permanence. En permanence. Donc, le pouvoir d'État n'est pas un jeu. Ce n'est pas du simple jeu. Et donc, quand... ce n'est pas ramassé par terre non plus. Non plus. Donc, quand un chef d'État se retrouve un peu, je vais dire, dos au mur par rapport à une situation pareille, il sort de lui-même. Et c'est plus, en fait, le chef d'État avec toute la sagesse qu'on peut reconnaître, mais c'est quelqu'un qui veut protéger coûte que coûte cet environnement politique dans lequel il se retrouve pour dire attention, ce que vous faites là, si on ne met pas un terme tout de suite avec les mots durs, les expressions dures qu'il faille, d'autres personnes risquent de reprendre le même processus. Et vous savez, quand on se retrouve dans une situation de coup d'État, ce n'est jamais une bonne chose pour une nation. Donc on ne peut c'est pas la joie. C'est pas la joie. On ne peut jamais encourager un coup d'État dans un pays. Et quand on voit un peu le cheminement politique de notre pays, tous les efforts qui ont été consentis pour qu'on puisse définitivement tourner dos aux questions d'atteinte à la sûreté de l'État dans notre pays, et que du jour au lendemain, un chef d'État à l'ère du régime démocratique se retrouve face à un conflit pareil, attendez-vous à ce qu'il dise ce qui puisse choquer l'opinion. Et donc pour moi, le chef de l'État à l'époque, du choc. Il s'est retrouvé dans une communication politique et il a lancé un signal non seulement à ses adversaires politiques, mais également à toute personne éventuelle qui se retrouverait dans son camp à vouloir tenter un pareil scénario. Donc il ne faudrait pas considérer ça dans un contexte large et puis généraliser non, ça. pas du tout. Parce que parfois... Parce que la preuve est qu'aujourd'hui, quelqu'un qui demande un pardon, et on a pensé qu'on veut le pénaliser, a été donc promu. Évidemment. Parce que les contextes ne sont pas les mêmes. Ici, on se retrouve dans un environnement où le pouvoir veut échapper à un chef d'État élu de manière constitutionnelle. Ce n'est pas quelqu'un qui est venu au pouvoir ou à la tête du pays par un putsch, par exemple. C'est pas, comment je vais dire... c'est un chef d'État légitime. C'est un chef d'État légitime, ce n'est pas un coup de force. Oui. Et donc, quand tout de suite, il ne démontre pas l'autorité de l'État, on peut se dire, bon, nous, on peut s'essayer à ce jeu-là. Si ça ne marchait pas, on peut faire la prison pendant 5 ou 10 ans. Un de ces jours, le chef de l'État peut nous gracier. Et donc, c'est en fait ce que le chef de l'État voudrait dire. Attention, si jamais quelqu'un tente au Bénin, que ce soit sous mon régime ou sous un autre régime, une question d'atteinte à la sûreté de l'État, à aucun moment, la République ne va le gracier. En fait, c'est l'esprit dans lequel le chef de l'État s'est retrouvé en parlant de le pardon est une faute. Et le cas de Agoncan. Quand on retrouve maintenant l'honorable Agoncan, il n'est pas diplomate de carrière. Ce n'est pas sa profession. Voyez-vous. Donc,
il y a des, comment je vais dire, il y a des règles au niveau de la diplomatie qu'il n'a forcément pas maîtrisées. C'est quelqu'un qui a été au devant de la scène politique tout le temps et qui a toujours fait des déclarations. Donc, il s'est toujours retrouvé dans cette dynamique de oui, quand ça ne va pas, entre le chef et vous, qui êtes l'acteur politique, l'attitude meilleure à adopter, c'est de demander pardon. Et donc, l'ambassadeur Agoncan s'était retrouvé dans cette posture-là. Il se retrouve avec des dirigeants et il se dit... Mais il était allé pour quoi, la remise des diplômes dans une université privée créée par un Béninois. Et puis, il trouve... C'était l'occasion face à la presse. Exactement. Il trouve que c'était une bonne occasion pour lui de communiquer et de dire le Bénin demande pardon. Mais en le faisant, il voulait du bien du Bénin. Il voulait que la crise cesse. Il voulait que c'était une preuve d'humilité. Évidemment. Mais on ne lui a rien demandé. Évidemment. Le chef de l'État ne lui a rien demandé. Évidemment. C'est une preuve d'humilité d'un citoyen, mais pas d'un ambassadeur. Ah, d'accord. Parce qu'en tant qu'ambassadeur, l'attitude adoptée, ce n'est pas du tout celle-là qu'il a eu à adopter. Et donc, le Bénin, étant un État souverain, n'a pas manqué de le rappeler tout de suite. Et quand il a été rappelé, sans aucun doute, il a discuté avec le chef de l'État. Il a discuté avec le ministre des Affaires étrangères. Il s'est expliqué. Il a sans doute partagé un certain nombre d'informations avec eux qui, à l'époque, n'étaient forcément pas connus parce que peut-être lui se dit que ce n'était pas utile de les partager en ce moment-là. Aujourd'hui, si le chef de l'État lui renouvelle sa confiance et souhaite qu'il puisse continuer le même travail au niveau du Bénin, c'est aussi une autre manière de dire oui, dans l'exercice de sa fonction, on peut commettre des impairs et ça peut être pardonné. Très bien. Oui, vous avez suivi l'analyse de Hector Zogo. Quelle est votre position par rapport quand même à ce lien avec le pardon qui serait une faute, mais une fois M. Agoncan, l'acte posé, rappelé, il a été promu. Quelle leçon doit-on tirer de ça? D'abord, je suis complètement d'accord avec Hector lorsqu'il dit qu'il faut placer donc les propos du chef de l'État dans leur contexte. Le pardon est une faute dans certains cas. Et ça, on peut le comprendre. Accepter un pardon, par exemple, que quelqu'un demande, c'est faire une faute en matière de jurisprudence, par exemple. Et permettre donc que d'autres citoyens donc, répètent le même acte plus tard et se disent, voilà, dans tous les cas, il y a une possibilité que je demande pardon et qu'on accepte mon pardon. Donc, dans ce cas, on peut comprendre le chef de l'État. Mais le pardon de Agoncan, je l'ai dit tantôt, personne ne lui a demandé d'aller demander pardon. C'est un diplomate ne demande pas pardon. Quand un diplomate parle sur la place publique, il parle au nom donc, de l'État. Donc à partir de cet instant, il doit savoir raison garder et savoir quoi dire également. Je pense que là, ça a été une faute. Donc, parce qu'en réalité, quand vous demandez pardon à quelqu'un, c'est que vous avez commis des fautes. C'est que vous reconnaissez vous-même votre faute. C'est que vous dites que voilà, au nom donc du pays, nous avons fait telle faute, raison pour laquelle nous demandons pardon. Alors que les autorités ne se reconnaissent pas dans ce discours-là. Ils ne reconnaissent pas avoir fait une faute. Il n'y a pas de faute au niveau du Bénin. Donc, les autorités l'ont tout de suite rappelé. C'est déjà une sanction. Même le fait qu'on le rappelle déjà, c'est déjà une sanction. On l'a déjà sanctionné une première fois. Et c'est là où je suis d'accord avec notre confrère qui titre « Après le bâton, la carotte ». Voilà, et je l'ai dit tantôt, on peut maintenir Gildas Agoncan à sa place tout simplement pour envoyer un signal également aux autorités de l'AES pour leur dire simplement, écoutez, nous sommes désormais prêts à mettre de l'eau dans notre vin, à mettre complètement la balle à terre. La preuve, celui qui demande pardon, malgré tout, malgré que nous ne sommes pas d'accord avec lui, nous l'avons quand même maintenu. Ça, c'est un premier fait. Et la seconde chose aussi, parce que tout simplement, Gildas Agoncan a déjà commencé donc, le travail. Il faut le laisser aller jusqu'au bout de son travail. Et le président va un peu plus loin encore en le nommant ambassadeur du Niger, en élargissant, on va dire, du Burkina Faso. Du Burkina Faso, oui. en élargissant un peu plus ses prérogatives. Donc c'est une très bonne chose. Donc à partir de cet instant, le pardon, quand vous prenez le contexte, vous voyez que le pardon n'a pas forcément, on n'a pas la même appréciation d'un pardon. Le pardon peut être une faute. Et de la même manière, le pardon, à un moment aussi, peut être une grâce. Voilà, une grâce, une bonne chose que tout le monde peut facilement accepter. Donc, vous tirez des leçons.
Donc le pardon peut être une grâce, ça peut être une faute. Très bien. Bon, Merci pour vos analyses, c'est bien compris. Voilà, nous sommes à l'école et puis nous sommes en apprentissage, on apprend au fur et à mesure, d'accord. Alors parlons maintenant de cette rencontre entre le président Yayi qui continue par faire le tour. Et donc il était chez l'ancien président de l'Assemblée nationale, M. Bruno Amoussou, Pépé Amoussou, Bruno. Et donc, qu'est-ce que les deux pourraient se dire? Ah oui, on est en train de traverser une période assez sensible dans notre pays. C'est la période préparatoire aux élections générales de 2026. On n'a jamais préparé des élections dans ce pays, c'est pourquoi c'est sensible. Vous auriez dû constater que c'est la toute première fois que dans une année, on organise des élections à la fois présidentielles, législatives et communales. Donc c'est sensible. C'est très sensible. Nous avons quand même l'expérience d'organiser des élections. Nous avons l'expérience d'organiser des élections, mais il est déjà arrivé que dans notre environnement politique, qu'on ait organisé des élections qui nous aient permis de n'avoir que des députés d'une classe politique exclusive à l'Assemblée nationale. Et donc, au lendemain des élections du genre, quand on sait que c'est le chef de l'État en exercice qui est en train de finir son mandat constitutionnel et qu'on est également au cœur de ce qu'on appelle le système, la réforme du système partisan, pour aller à de pareilles élections, il faut forcément que les Béninois puissent se parler. Et donc, pour moi, cette démarche aujourd'hui que mène l'ancien président Boni Yayi, c'est une démarche de conciliation. Il n'est pas allé vers un acteur de l'opposition. Il est plutôt allé vers un acteur de la mouvance. Pour dire, quoi qu'il advienne, quoi qu'il arrive, il faut que nous puissions nous parler. Parce que nous restons et nous demeurons des frères. Nous sommes d'une même nation. Et cette sortie, où de plus en plus, ce genre de sortie qui se mène de la part du président Boni Yayi, pour moi, devrait pouvoir interpeller la conscience collective au niveau de la classe politique. Pourquoi? Et même les citoyens béninois que nous sommes. Pourquoi? Parce que parfois, il suffit seulement qu'on soit de la mouvance présidentielle ou que l'on soit de l'opposition pour qu'on se braque. L'autre devient tout de suite un ennemi. Alors que nous n'avons que quelques semaines pour défendre les idéaux du parti auquel nous appartenons, solliciter le suffrage et aller aux élections. À la suite du processus, on verra le meilleur qui, à travers les arguments, à travers donc peut-être à la limite le projet de société, aurait pu bénéficier de la confiance de la majorité. Mais c'est tout à fait le contraire qui se vit généralement. Donc pour moi aujourd'hui, cette sortie intervient dans une période très sensible. Et mieux, il y a en cours aujourd'hui un dossier assez sensible. Lequel? C'est le dossier d'An Ivor qui se retrouve devant la justice et dont on est en train de débattre pour connaître effectivement ce qui a pu se passer à l'époque où visiblement on a perdu un de nos compatriotes qui à la date d'aujourd'hui n'a toujours pas été retrouvé. Et ça a quoi à voir avec la visite de Yayi Boni à Bruno Amoussou? Oui, quand vous suivez déjà les premières déclarations, en tout cas jusqu'à la date d'hier, vous comprenez que beaucoup de personnes ne manquent de citer le nom de l'ancien président Boni Yayi. Et ne soyez pas surpris demain que la justice cherche à ce que Boni Yayi puisse se présenter pour expliquer ce qui s'est passé. Voyez-vous, et on est dans un pays où les militants, pour la plupart du temps, n'ont pas cette clairvoyance ou cette lucidité de faire la part des choses. Quand, par exemple, vous vous retrouvez face à la justice, vous allez voir tout de suite le militant qui vient devant le tribunal pour commencer par faire du tapage. Il ne se pose pas la question de savoir est-ce que ce que l'on est en train de reprocher à l'intéressé, est-ce que c'est vérifié ou pas? Lui, il veut sortir pour démontrer que c'est son leader et que par conséquent, on ne doit peut-être pas interpeller son leader. Donc,
pour moi, ce genre de sortie, Oui. en ce moment précis, ça pourrait aussi être une occasion pour le chef de l'État, l'ancien chef d'État, Boni Yayi, de discuter avec tous ceux-là qui sont leaders politiques et qui ont un contact très proche avec l'actuel chef d'État, Patrice Talon, pour que, effectivement, l'on puisse assister au dégel. Parce que parfois, il y a une sorte de tension qui nous emporte. Et des fois, on n'arrive toujours pas à s'entendre sur l'essentiel. On veut, coûte que coûte, tout mettre ensemble. Donc pour moi, cette sortie-là, Bruno Amosou, visiblement, aurait reçu une mission de la part de Boni Yayi, c'est de calmer les tensions. Revoyons-nous entre frères dans l'environnement qu'il faut et parlons-nous. Je ne dirai pas au-delà. Ouais. J'avais aussi une question pour vous. Oui. Est-ce normal Ouais. que dans le contexte de ce procès, que l'on écoute le président Thomas Boni Yayi? Moi, personnellement, ça aurait été l'idéal. Ça aurait été vraiment l'idéal parce que, vous savez, les dirigeants que nous sommes, ou que nous avons du moins... Une question oui. très pointue. Bien sûr. Soyez pointu. Je serai pointu. Je vous le promets. Je vous dis que l'idéal aurait été qu'effectivement, nous puissions écouter le chef de l'État, Boni Yayi. Mais je ne sais pas ce que prévoient les tests, puisque c'est un ancien chef d'État. Il y a normalement, avant qu'il ne se retrouve devant la justice, il y a normalement un certain nombre d'actions peut-être à mener avant qu'il ne soit interpellé. Est-ce que dans une session criminelle, un ancien chef d'État peut être invité de façon ordinaire comme tout citoyen? J'avoue que je n'ai pas mené les investigations pour savoir si effectivement ça peut être possible. Mais moi, en tant que citoyen, je trouve que ça aurait été formidable que le président Boni Yayi, même si ce n'est pas devant le tribunal actuel, un de ces jours, puisse prendre la parole et dire aux Béninois que nous sommes ce qui s'est effectivement passé par rapport à la disparition de notre compatriote urbain d'Anivon. J'ai suivi hier encore en archive la déclaration que l'ancien ministre Candide Azanaï avait eu à faire à l'époque. Il était quel ministre? Il occupait quel fauteuil? Je crois qu'il était... je ne veux pas dire de la bêtise, okay. Mais quand vous suivez sa déclaration, vous vous posez la question de savoir s'il n'y a pas derrière, des acteurs politiques avec des manœuvres syndicales qui ne souhaiteraient pas à l'époque que la vérité triomphe. La vérité triomphe. Parce qu'il a insisté sur le fait qu'on a voulu faire le test d'ADN, qui est le seul test capable en réalité de permettre à ce qu'on identifie si le corps en face est celui de notre compatriote ou pas. Mais qu'à l'époque, en ce moment où il parlait, que la famille n'était pas encore disponible à pouvoir permettre à ce que ce processus-là aboutisse. Ce n'est pas que lui qui l'a dit, le président Thomas Boni Yayi aussi l'a dit, bon, que des manipulations politiques empêchent que... Je préfère me limiter. D'accord. Je préfère me limiter effectivement à ce que j'ai pu écouter. Déclaration hier où il disait cela. Je ne sais pas si c'est actuel ou si ça date. Mais où il disait que des manipulations politiques empêchent que la vérité triomphe. Et donc pour moi... c'est des éléments qui existent aujourd'hui. Vous voyez, au cours du procès, on fait de visioconférences. Et puis, on permet à des intéressés qui ne sont pas sur le territoire béninois de
pouvoir se prononcer. Toujours à la recherche de la vérité. Toujours à la recherche de la vérité. Quand la justice, par exemple, peut se saisir de ces déclarations-là, faites de par le passé, on peut donc interpeller les intéressés pour chercher à comprendre effectivement de quoi ils parlaient. Qui sont ces acteurs politiques dont ils parlent? Très bien. Et qui, visiblement, à l'époque, se retrouvaient à faire de la manœuvre en utilisant les centrales syndicales. Parce que c'est une déclaration qui ne souffre d'aucune insuffisance quand vous suivez le ministre Candide Azanahi. Donc pour moi, je me dis, Candide Azanahi, c'est quand même une tête très bien faite. Et en politique, il maîtrise beaucoup de rouages. Il peut, pourquoi pas, aujourd'hui, être aussi appelé par la justice. Ah, on n'a pas cité, on ne l'a pas cité. Je dis, il peut se retrouver... Oui, mais on ne l'a pas cité. Vous savez, si par exemple, on demande à ce que Boni Yahi vienne s'expliquer, et Boni Yahi dise que Candide Azanahi avait fait des déclarations au nom du gouvernement, et que ce serait bien qu'on lui donne aussi la parole, il viendra. Pour moi, en fait, tout citoyen capable, parce que là, nous parlons d'un compatriote qu'on n'a pas retrouvé. Jusqu'à la date d'aujourd'hui, je ne sais pas si on peut effectivement affirmer que Urbain Danivor est en vie ou s'il est mort. C'est peut-être à l'issue du procès qu'effectivement, nous aurons tous les éléments, une conclusion. Mais quand vous suivez un peu comment est-ce que ça évolue, vous vous dites, il faut nécessairement permettre à ce que toute personne citée dans ce dossier puisse se retrouver devant la justice et donner sa part de vérité. Oumar, je vais me retourner vers vous avec une autre question très pointue. On entend susurrer dans l'opinion publique que pourquoi c'est maintenant qu'on fait ce procès, pourquoi, et des gens disent des choses et estiment que ce n'est pas le moment de faire ce procès. Est-ce que c'est parce que les élections approchent? Voilà, c'est ce qu'on entend les gens dire. Est-ce qu'un procès à un moment donné pour avoir lieu, ou bien on peut faire un procès quand le moment de le faire arrive? Oui, le dernier point de votre question est la plus belle question qu'on peut se poser en pareille circonstance. À quel moment on fait un procès? Si à chaque fois, quand on veut faire un procès dans une république, on doit tout de suite avoir des arrière-pensées, est-ce que il n'y a pas quelque chose qui est manipulé derrière? Est-ce que c'est, est-ce que ça? Quelqu'un qui a disparu depuis 15 ans, du jour au lendemain, qu'on ne retrouve pas jusqu'à aujourd'hui. Mais écoutez, ça laisse des familles comment on appelle, dans un déchirement impossible. On ne sait pas s'il est mort, s'il est vivant, on ne sait pas comment est-ce qu'il est mort, comment est-ce qu'on fait le deuil? Comment est-ce qu'on fait le deuil? Chez nous, au moins, on doit connaître de quoi est-ce que la personne est morte, de quoi est-ce que la personne est... Enfin, qu'est-ce qui a causé sa disparition? Selon ce... Peut-être si, par exemple, dans sa famille, on est adepte de telle ou telle divinité, devant quelle divinité on ira? Parce que, quelquefois, quand les gens meurent aussi, les prières vont dans le sens de ce qui l'a tué également. Quelle divinité pour conjurer le mauvais sort, pour faire... Donc, comment est-ce qu'on fait le deuil? Donc, ne serait-ce que pour ça, c'est déjà une première raison pour laquelle le procès doit avoir lieu. Seconde raison pour laquelle nous sommes dans un état de droit. Une personne ne peut pas disparaître comme ça et qu'on ne sache pas où elle est passée. C'est la preuve déjà de l'incapacité de notre système judiciaire, enfin, je ne sais pas moi, judiciaire ou juridique, à faire la lumière sur certaines choses. C'est quelque chose d'assez grave. Ça veut dire qu'en plus de combien d'années d'indépendance, on n'arrive pas à développer les moyens les plus efficaces pour mettre la lumière sur certaines choses. Ça, c'est un gros problème. Et n'oubliez pas, troisième raison pour laquelle on doit pouvoir faire ce procès, c'est que souvenez-vous de tout le tollé que ce procès avait causé. Et le retournement de veste des personnes qu'on avait accusées. Alofa et Amoussou, qu'on accusait dans le temps comme étant les assassins de Danivor. Ils ont dit non, que les aveux ont été obtenus sous la pression d'agents de police. Donc à partir de cet instant, on doit pouvoir faire le procès à tout moment. Maintenant, ce qui peut susciter la question que vous posez, ce qui peut pousser à réfléchir de la sorte, c'est que la disparition de Danivor a eu lieu à quel moment? Au moment où le régime Yahi était en place. Donc on peut se poser la question, est-ce qu'il n'y a pas peut-être des personnes qui seraient dans le cercle de ce régime-là d'antan,
qui soit impliqué dans la disparition de Dahinvor. Et donc, à partir de cet instant, on peut commencer à suppiter, on peut commencer à poser toutes sortes de questions. Et je pense que c'est ça qui justifie la question que vous posez. Parce que beaucoup de personnes vont se dire, mais est-ce que c'est pas pour tirer une balle au pied de comment on appelle, du président Boni Yayi et de son clan, de comment on appelle, de tous ceux qui partagent sa vision sur le plan on va dire, politique. Et est-ce que c'est pour tirer une balle? C'est possible, hein. Moi je ne sais pas. Dans tous les cas, un juge est libre. La justice, les pouvoirs sont séparés chez nous. Vous êtes d'accord avec moi? Le juge, à un moment, il prend l'affaire, il regarde, il estime que bon, c'est le moment donc d'appeler les gens. Si le juge a oublié que c'est sa femme qui le lui rappelle, mais attends, tel procès, où est-ce qu'il y a de mauvais dedans? Si le juge a oublié que c'est Moïse Agua qui dit, mais monsieur le juge, ça fait un moment quand même que ce procès-là est en cours, qu'est-ce qu'on fait? C'est pas... Ça peut faire, ah oui, c'est vrai, on a un dossier comme ça, voilà. Donc moi, je ne sais pas. Peut-être, et puis nous sommes en politique. C'est le genre d'affaires qu'on pourrait qualifier de politico-juridique. Vous voyez un peu? Donc, il y a des implications sur le plan. On ne sait pas. Donc, il y a même des imbrications. Donc, attendons de voir comment est-ce que notre justice, moi j'ai confiance toujours en cette justice-là. Et si on n'arrive pas à dénouer cette histoire-là, cette affaire Dahinvor, à nous dire voilà ce qui s'est passé, ça veut dire que la justice a échoué quelque part. Oui, c'est un échec. Donc, c'est votre souhait. Oui, moi je veux qu'on fasse la lumière. Qu'on fasse la lumière. C'est des familles qui attendent aussi. C'est des enfants qui attendent. L'autre affaire, ici, c'est service. Voilà. Regardez combien d'années on a mis à faire ce procès. Finissez. Si, par exemple, les enfants de Dahinvor avaient 10 ans, il y a 15 ans, aujourd'hui, c'est des gens qui sont majeurs et qui, à cet âge-là, peut-être ne savent même pas de quoi est parti leur père. Ils ne savent pas. Ne serait-ce que pour ces enfants-là, on doit faire ce procès-là. Maintenant, il y a un premier point, je sais que c'est pas, je change de sujet, mais moi, je ne vois pas tout de suite le lien entre l'affaire Dahinvor et la visite de Yayi à, comment on appelle, chez Amoussou Bono. C'est deux citoyens qui se rencontrent et puis nous sommes sur le plan politique. À tout moment, il faut rebattre les cartes, il faut essayer de voir si on peut faire comment on appelle, on peut avoir des personnes avec vous. Bon, écoutez, Hector brûle d'envie. Ah bon? Oui. Ah non, non. Vous ne pouvez pas brûler d'envie puisque... non, mais je vois également que vous appréciez ces paroles, vous buvez ces paroles. Non, pas du tout. Non, je ne bois pas. Si je pouvais passer à autre chose. Non, je vous en prie. Si je pouvais me libérer. Je vous en prie, ne vous libérez pas. Ne vous libérez pas. Vous êtes sur le plateau. Allez-y. Et je voudrais dire ceci, puisque je vous ai demandé à quelle période. Est-ce qu'il y a une période où il faut faire un procès? Nous avons vu quand même l'affaire ICC Service. Ouais. Et on a vu combien de temps ça a mis avant qu'on ne fasse le procès. C'est 10 ans, si je ne me trompe. Vous savez, ne soyez... je ne voudrais pas être un oiseau de mauvaise augure. Ne le soyez pas. Ne soyez peut-être pas surpris que même là, on ne finisse pas le procès. On ne finisse pas ce procès avant la fin du mandat du président Patrice Talon. Parce que, vous savez, j'ai fait une lecture tout à l'heure et j'ai dit que je n'irai pas trop en profondeur. Et Oumar a bien fait de souligner qu'on se retrouve dans une affaire qui, à la fois, se retrouve à connotation politique et judiciaire. Et aujourd'hui, le président du tribunal avait quand même limité le temps. C'était aujourd'hui qui était la date butoir pour qu'on puisse finir définitivement avec ce procès. Mais en cours de procès, il se rend compte, à la demande donc des avocats, qu'en réalité, on ne pourrait pas finir ce procès aujourd'hui. Oui. Et donc... les juges avaient pensé le juge principal qu'on pouvait aller vite. Aller vite, voilà. Mais les informations qui ont commencé par être partagées, jusqu'à un passé récent, vous dites, voilà les deux co-accusés. Et donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Les avocats vont plaider pour que l'on puisse peut-être connaître effectivement le nombre d'années qu'ils auront pour pouvoir purger leur peine. Et subitement, on assiste à un rebondissement où les gens commencent par citer des noms. Ils citent des noms, on appelle des témoins qui, visiblement, appellent d'autres personnes
et qui n'acceptent même pas les charges qu'on est en train de mettre sur leur dos. Ça voudrait dire que là encore, notre justice a du travail. Et moi, je félicite la justice qui prend tout son temps. C'est vrai que pour la famille, c'est très difficile. C'est très difficile. Il faut perdre en fait un être dans de pareilles conditions ou des conditions semblables pour mesurer un peu ce que ça peut représenter comme douleur à vivre au quotidien. C'est au jour le jour. Mais pour la justice et au nom de la vérité, c'est important de prendre tout le recul possible, de pouvoir écouter tous les acteurs impliqués cités dans cette affaire-là, pour qu'un de ces jours, nous puissions effectivement arriver à une conclusion qui permette à la famille de dire oui, justice a été rendue. Parce qu'on peut aussi rendre une décision. Je ne vous arrête pas, mais aujourd'hui, d'après ce qu'on a entendu jusque-là, il est clair que le corps retrouvé est celui de Danyvo, selon les tests d'ADN, les experts interrogés par vidéoconférence. Jusqu'à la date d'hier, les informations partagées au tribunal démontrent que le corps retrouvé, c'est le corps de notre compatriote Urbain Danyvo. Je dis bien jusqu'à hier. Oui, donc, alors, ceux qu'on a cités et qui ne se sont pas encore retrouvés devant le tribunal, quand ils seront là, est-ce que vous avez idée de ce qu'ils vont dire? Bon. C'est pourquoi je dis, on risque même de ne pas finir ce procès avant. Parce que certains compatriotes pensent un instant que c'est un procès qu'il faut expédier. Il faut en finir parce que ça a pris déjà 15 ans. Non. Si nous avons pris 15 ans de patience pour permettre à la justice de mener ses investigations, la justice connaît ses prérogatives et sait quelle dynamique mettre en place jusqu'à ce qu'on arrive à obtenir la vérité. Dites-vous, il y a quelques années en arrière, qui pouvait imaginer que Alofa et son complice là pouvaient renier ces déclarations-là qui ont été faites? Et pourtant, il reconnaissait avoir tué le compatriote, non? Mais il a fallu qu'on se retrouve 15 ans après pour qu'il nie complètement les faits et que les langues commencent par se délier. Très bien. Donc pour moi, on va laisser la justice faire son travail. On va suivre de près ce procès. Laissons la justice choisir son timing. Laissons la justice écouter qui elle veut. Laissons la justice écouter qui elle veut. Fut-il ancien président de la République? Oui ou non? Non. Puisque nous sommes tous égaux devant la loi. C'est l'article 1er de la Déclaration universelle des droits de l'homme qui le stipule. On va finir Tout individu. à la une d'un quotidien. J'ai lu qu'il y a un nouveau parti qui a vu le jour, les Patriotes. Mais là où se trouve le nœud, ce sur quoi on doit se questionner, le parti n'est ni de la gauche, ni de la droite, ni du centre. Qu'est-ce que vous y comprenez? On n'y comprend rien et j'ai bien envie de vous retourner la question puisque... non, c'est moi qui pose les questions ici. Non, c'est moi qui pose. Il y a des questions que vous êtes habilité sur lesquelles vous êtes habilité à répondre aussi. Vous les avez reçues sur ce plateau. Vous avez discuté avec eux en long et en large. Vous pouvez nous expliquer aussi, ça arrive sur un plateau, que vous prenez la parole et que vous nous dites, voilà, le parti, c'est le parti de telle personne. Voilà. Et quelquefois même quand vous posez vos questions. Je vais prendre la parole. Si vous voulez, je prends la parole. Je pense que c'est un nouveau parti. Et quand un nouveau parti vient comme ça, on a tendance à faire quoi? On a tendance à ne pas tout de suite afficher les couleurs. On a tendance à faire les choses avec beaucoup de prudence. Pourquoi? Parce qu'on ne veut pas tout de suite être coloré. Je blaguais, je disais ou bien le parti est du haut ou du bas. Comme on ne sait pas exactement ce que la population va penser de nous, on va avec beaucoup de tact. Parce que nous sommes sur le terrain politique. À tout moment, nos actes peuvent être retournés contre nous. À tout moment, la population peut mal apprécier peut-être nos déclarations, notre engagement et tout. Donc, à partir de cet instant, on va avec beaucoup de tact. Je pense qu'ils sont dans cette logique-là aujourd'hui. Ils vont avec beaucoup de tact. Ils essaient de voir
qui sont les personnes les plus, ceux qui correspondent le mieux à leur vision, ceux qui partagent bien leur vision du Bénin. Donc, c'est certainement avec ceux-là qui vont s'allier. On attend de voir. Mais la seule chose que je veux juste leur rappeler à ces messieurs-là que vous avez reçus sur votre plateau, c'est leur dire tout simplement que, écoutez, au Bénin, le système n'est plus le même. Faisons très attention. Il ne suffit pas de créer un parti pour penser qu'on va durer beaucoup. Et nous sommes à l'ère donc des partis avec une envergure nationale. Les patriotes, où sont leurs sièges? Quels sont leurs démembrements dans les départements? J'espère que vous leur avez posé la question la dernière fois, mais parce non, que ils n'étaient pas venus ici pour qu'on parle de leur parti. Oui, ils parlaient ils avaient parlé de sept péchés et les erreurs de notre pas péché, les erreurs de cette erreur de la démocratie béninoise. Et c'est ce qui nous avait intéressé. Ce n'était pas pour parler de leur parti politique qu'ils étaient ici. À partir de maintenant, il faut qu'ils le gardent bien quelque part dans le coin de leur ciboulot pour savoir que, bon, attention, au Bénin, on veut désormais des partis à envergure nationale. Je n'ai rien contre eux, mais les partis à 20%, capables de 20% dans les différents départements, c'est très important. Parce que moi, je suis vraiment pour ce test-là. Je ne suis pas partisan de 200 et quelques partis pour un petit pays comme le Bénin. Ça me sort par les pores. Et je préfère dire à ces messieurs-là tout de suite, attention, prenez vos gardes. Les citoyens désormais béninois sont très mûrs sur le plan politique. Ce que vous voulez venir nous dire, il faut bien comment on appelle. Parce que moi, je ne sais pas pourquoi est-ce qu'on ne peut pas militer dans les grands partis. Parce que les visions sont... Enfin, il n'y a pas 1000 visions pour le Bénin. C'est vrai que chacun a sa vision du Bénin. Mais malgré tout, on va quand même leur laisser le temps de montrer ce dont ils sont capables, de nous dire ce qu'ils veulent réellement. Et on va voir de quoi le parti sera capable. Je veux vous remercier parce qu'au début... Vous aviez dit que vous me retournez la question. Oui, et depuis lors, j'étais en train de réfléchir et je pense que j'ai eu la réponse du pourquoi ce parti n'appartient ni à gauche, ni à droite, ni au centre. Ni en haut, ni en bas. Et je pense que Hugues Hector Zogo a bien suivi ce débat sur les 7 erreurs de notre démocratie selon ces jeunes, selon Dr Fanon Ngbo. Et je pense en réfléchissant que c'est parce que eux, parce qu'il a dit, hein, ils pensent que l'on peut gouverner autrement. En réalité... Ça dit que, parlant de la démocratie, ils pensent qu'on peut faire la démocratie autrement. Et sans faire d'erreur, si vous l'avez suivi, selon lui, on peut faire la démocratie sans avoir parti d'opposition. Vous rappelez au point où je lui disais, mais on a déjà pratiqué le parti unique. Ouais. Mais pour eux, on peut faire la démocratie et ne pas faire la démocratie comme ça se vit aujourd'hui. Ça se vit aujourd'hui. En fait, donc, eux, ils ne sont pas un parti où ils sont sur des positions, mais ils sont sur... comment on appelle ça, la pratique de la démocratie, mais ce n'est pas ce que je veux dire. Ça va venir, le mot va venir dans un instant. Je ne sais pas si vous cernez ce que je dis. Oui, j'ai bien cerné puisque j'ai suivi un peu le débat quand vous les avez reçus au plateau ici. Et je pense quand même qu'ils ont commis une première erreur grave. Hein. C'est quoi? La première erreur grave, c'est de prendre déjà le nom d'un parti qui s'affilie à un parti, à la limite, qui existe déjà. Vous savez, il y a déjà le parti Les Patriotes. Il y a un complément qui fait que ce n'est pas juste les Patriotes. Il y a les Patriotes, Rassemblement des Kérékouistes, qui en réalité est le fruit de Moïse Kérékou, ancien ambassadeur du Bénin et fils d'un ancien chef d'État de notre pays. Et donc, pour moi... Qui ne parle pas de cette erreur de la démocratie, qui ne parle pas de faire la démocratie autrement. C'est-à-dire que quand vous venez sur l'échiquier et vous voulez que les gens fassent bien les choses, vous ne faites pas aussi... vous n'entrez pas sur la scène en commençant par des erreurs. Ça, c'est une erreur. On va dire confusion. Oui, mais puisque vous créez de la confusion là.
Et je ne sais pas pourquoi le ministère de l'Intérieur permet à ce que l'on accepte de pareilles choses. Non. Pourquoi on ne permettrait pas? Il y a une différence déjà entre les noms. Si mon parti s'appelle Maïs, voilà. Maïs, et que votre parti s'appelle Maïs jaune, est-ce que c'est la même chose? Vous savez, ou bien votre parti s'appelle Maïs mouriste, vous savez, est-ce que c'est une erreur? Vous savez, il a rappelé tout à l'heure que nous étions partis à plus de 200 partis politiques dans notre pays. Oui. Et qu'aujourd'hui, avec l'ère du régime, du système, je dis le régime, avec le système partisan, qu'il faut un peu plus de rigueur dans le traitement des dossiers. Oui, on a la possibilité de faire des fusions après, non? Ou bien ce n'est pas possible? C'est possible, mais la fusion n'est plus possible. C'est possible, mais pour moi, il faudrait qu'on sorte de cette lecture du quelqu'un porte un idéal politique, il recherche juste quelques amis. Est-ce que c'est fusion, ils appellent ça alliance? On se met sur... Même si ce n'est pas le bon mot, on comprend, on sait ce que ça veut dire. Mais ce que moi je dis, c'est qu'on n'est plus à l'époque de la diversion ou bien de la distraction politique. Non, bon, ce que moi je vais vous demander là, allez lire la philosophie de ceux-là qui ont créé ce parti. Non, vous n'avez rien compris. Moi-même, je n'ai pas encore bien compris, mais je sais que c'est la démocratie. Nos amis du nouveau parti, du tout nouveau parti, les Patriotes, nos amis du tout nouveau parti, les Patriotes, ont quelque chose à démontrer. Voilà. Il faut plus nous distraire. Il faut aller droit au but. Nous, on a créé ce parti à cause peut-être de Maury qui a les moyens derrière, qui veut des hommes. On veut, allez-y, ils n'ont qu'à vite dire les choses pour qu'on entende, pour qu'on sache. C'est vrai que le terrain politique, il fallait avec beaucoup. Il fallait avec beaucoup de tact. Je ne suis pas d'accord avec. Il ne faut pas venir nous distraire. On n'est pas de gauche, on n'est pas du centre. Le peuple est mûr désormais, quoi. Nous sommes avec telle personne. Nous sommes plutôt de tel bord. Il faut nous dire ça très tôt pour qu'on sache. Moi, j'attends quand ils vont finir. Le bord, c'est... Voilà, quand ils vont finir. C'est la démocratie. C'est la démocratie autrement. Quand ils vont finir. Quand ils vont passer. Vous connaissez ce bord? Non. La démocratie autrement, vous connaissez ce bord? Non. Ce que je veux dire, c'est quoi? Ce que je veux dire, quand ils vont finir toute l'étape de prudence qu'ils sont en train de mettre pour pouvoir bien s'implanter et tout, c'est là que moi, je vais pouvoir dire, voilà, ces gens-là, je pense que si, je pense que ça. Mais pour le moment, pour vous dire vrai, j'ai une idée vague de... Ils sont en train de surfer. Voilà, on ne sait pas encore. On ne sait pas encore ce qu'ils veulent. Oh non, mais c'est vrai. Non, c'est pas que je suis sévère avec eux. On ne sait pas encore ce qu'ils veulent, réellement. Mais quand ils vont finir la phase de prudence, Maurice, vous me suivez? Quand ils vont finir la phase de prudence, là, et qu'ils vont nous dire... construire le Bénin. D'accord, désormais, nous sommes là pour telle chose, parce qu'il y a telle personne, nous pensons que telle veut. Voilà, je pense qu'à partir de cet instant, je vais les prendre. Ce que je sais, vous ne pouvez plus inventer là-haut. Non, il n'y en a rien à inventer, mais... Non, voulez-vous dire... On est habitué à ces gens comment on appelle là, de pratiques, je vais dire, où on vient tout doucement, on dit on a créé un mouvement pour les meilleurs citoyens du Bénin, c'est être le meilleur citoyen, et on met ça en avant, on dit non, maintenant c'est désormais un parti politique, c'est un mouvement politique. Et vous faites allusion à quoi? À beaucoup de mouvements qui ont été créés dans le temps. Ça vous rappelle quoi? Beaucoup de choses. Je ne sais pas, je me rappelle le mouvement, c'était quoi? Non, je ne sais pas de quoi vous parlez. Alternative. Il y en a beaucoup. Je ne sais pas que c'était de ça que vous voulez parler. Oui, mais il y en a beaucoup. Ça, c'est une... Non, attention. Moi, je me retrouvais tellement à travers cette affaire de l'alternative citoyenne. Attention, il ne faudrait pas qu'on fasse l'erreur. Quand vous êtes acteur de la société civile... Mais à un moment donné, les politiques vous énervent. Parce que vous voyez que vous-même, vous pouvez diriger. Et c'est ça qui a amené l'alternative citoyenne à faire la politique. Quand vous êtes de la société civile et tout le temps, vous venez pour critiquer, à des moments donnés, il faut qu'on vous donne la possibilité de vous retrouver devant la scène. Mais quand vous avez vu le professeur Joseph Diogbenou, vous avez vu comment... Ils avaient expliqué, ils ont dit qu'eux aussi ils peuvent diriger. Mais que la façon dont on dirige ça, les plans... Alors, aujourd'hui, vous avez vu le professeur Joseph Diogbenou, ministre de la Justice.
ancien député à l'Assemblée nationale, même s'il n'a pas On a siégé. vu M. Orden Anagati, l'honorable. Non, Orden attendez Anagati. que je finisse avec... Bon, ok, il est là. Merci. Non, mais vous savez, Merci. c'est le moyen détourné qu'ils ont trouvé pour faire de la politique en réalité. Quand ils veulent venir, ils ne viennent pas tout de suite pour dire non, je vais faire de Non, la je ne politique. crois pas. On cherche un moyen détourné. Non, je ne et crois on pas. met le mot citoyen devant pour dire que Je non, on ne- veut faire quelque chose. je ne crois pas. Et c'est à partir de là. Monsieur, je ne créez crois pas. un truc de la société civile et on verra la Moi, je n'en ai suite. pas besoin. La preuve, Je suis vous journaliste, avez ça me plusieurs suffit. acteurs aujourd'hui de la société civile qui n'ont jamais migré vers la politique. Hmm. En fait, le besoin dont on parle, Beaucoup des migrent. acteurs Beaucoup migrent. des acteurs de la société Il y a beaucoup qui civile, migrent. les Il y a acteurs, même des syndicalistes qui deviennent mais des laissez-moi hommes finir, politiques. des acteurs politiques, des acteurs de la société civile qui deviennent des acteurs politiques, pour la plupart du temps, c'est le contexte qui les exige. Très bien. Je vous Oh, assure que vous croyez-moi, n'auriez c'est jamais pas- eu la c'est pas chance. très vrai. Vous n'auriez jamais eu Dans la beaucoup de cas, Mais c'est laissez-moi un moyen finir. détourné qu'ils trouvent Laissez-moi pour aller. finir. Oui, je suis Laissez-moi d'accord, vous allez finir. finir. C'est-à-dire c'est un moyen détourné qu'ils trouvent simplement pour faire de Vous la n'auriez politique parce qu'ils ne veulent vous pas aller n'auriez directement. jamais eu c'est la tout. chance Ok. de Finissez, retrouver. Hector, finissez. Vous n'auriez Finissez. jamais eu la chance de retrouver le professeur Joseph Diogbenou en tant qu'acteur politique si Boni Yahi n'avait pas contraint Patrice Talon à l'exil. C'est un contexte qui a Vous êtes favorisé bien ça. proche de lui, vous le connaissez jusqu'à ce point-là. Mais moi, non, je ne mais pense pas. le bien problème sûr. est Moi, je ne que... pense pas. Vous ne pouvez pas être aussi pour péremptoire. justifier, Mais Non, je aussi, suis péremptoire parce justifier- que j'ai Non, pour travaillé justifier avec la le- personnalité. Non, S'il vous pense plaît, pas, je pour pense justifier le fait Oui. que Alternative Citoyenne aille à la politique, ils avaient dit que c'est parce que tel que la politique se mène, ça ne leur plaît pas et qu'eux-mêmes, ils sentent qu'ils peuvent diriger, ils peuvent aller contribuer à la chose je politique. viens de vous donner le point culminant. Ils n'ont pas Il parlé aura des îles. Non, je vous dis ceci. Il aura fallu. Mais c'est un point culminant. Le fait de faire partir un citoyen en exil, ça voudrait dire qu'il n'y a pas le respect des droits de l'homme. Bon, d'accord. Et donc, c'est- ces acteurs-là de la Comme société je- civile, d'ailleurs. Je rejoins et Oubaki dit que c'est des raisons pour pouvoir aller à la Non, politique. si vous C'est des dites moyens ça, détournés. si vous dites ça, C'est des moyens détournés non, par si la vous politique. dites ça, ça voudrait dire que c'est une insulte envers la classe de la société civile. Non, mais Pourquoi? pas Les du tout. acteurs qui Pas se du tout. Ce n'est retrouvent. pas les premiers Attendez, à aller à la politique. bon, d'accord. Ce n'étaient pas les Après, premiers à aller à la on va vous politique. laisser Et finir. ils ne seront pas les Si derniers. vous ouvrez Non. la brèche, il faut qu'on puisse parler aussi. Oui, mais Moi, je Non, non, me dis- fermez les brèches. Bon. Mais ce serait bien qu'on fasse un plateau spécial pour ça. Monsieur, faites le plateau, on va faire un débat public. Pourquoi on va pas faire un plateau public à l'Étoile Rouge. Mais ce serait bien que vous invitiez les patriotes. Oui, les patriotes. Non. Ils vont passer au service commercial si on doit les inviter. Bon, alors, merci à vous.